Allez, bonsoir à tous. Ce soir, alors avant de parler du bouquin, juste pour vous dire, donc j'ai obtenu l'affiliation Twitch. Bon, ce qui n'est pas grand chose, mais c'est toujours bien, on a l'impression d'avoir atteint quelque chose, mais c'est surtout que je sais pas trop à quoi ça sert. J'ai vu que je pouvais rajouter des émotes. J'ai essayé d'en rajouter 2-3. Je sais pas s'il y a un temps d'attente avant qu'elles soient acceptées, c'est peut-être le cas, donc j'en sais rien, j'ai pas l'impression de les trouver. Peu importe, sinon j'ai pas l'impression que ça ne change grand chose pour le reste, si ce n'est peut-être des fonctionnalités de clips ou autre, enfin des trucs dont je me servirai jamais, et les points de chaîne, les bits, ce genre de choses, voilà. Donc, mais je tenais à le dire, c'est toujours sympathique d'avoir l'impression, encore une fois, d'avoir avancé on va dire, progressé dans le travail et dans la reconnaissance qu'il peut avoir, donc bon, c'est toujours un plaisir. Bien, ce soir, nous parlons de Brève histoire des empires, livre de 215 pages, paru en 2014, dont l'auteur est, hop, je vous le mets là, Gabriel Martinez-Gros, et que vous devez normalement pouvoir trouver au prix de 10 €. Alors, commençons par le commencement, l'auteur et le contexte du livre. Donc, Gabriel Martinez-Gros, c'est un historien français né en 1950 à Oran, donc un enfant du monde pied noir, et à l'instar d'un Mélenchon qui en a gardé le goût de s'entourer des odeurs enivrantes des femmes de l'Orient, eh bien il a gardé lui aussi une appétence pour le monde islamique, les points communs s'arrêtant là. Il était donc naturel qu'il devienne agrégé d'histoire, puis professeur d'histoire du monde médiéval islamique à Paris 10. Il est donc nos érudits sur le monde de l'islam, particulièrement à l'Andalous, et il va ensuite se tourner vers l'étude extensive d'Ibn Khaldoun et de ses théories historiques qu'il va adapter dans certains de ses ouvrages, dont ce dernier. Donc, contexte du livre, je pense qu'il se comprend assez bien, il n'y a pas besoin que l'on s'y appesantisse, ni qu'on explique spécialement quoi que ce soit, je pense que c'est assez clair. Donc, de qui et de quoi parle-t-on? De quelle théorie s'agit-il avant de se pencher bien sur l'histoire des empires en question? Eh bien, l'essai, puisque c'est à mon sens ainsi qu'il faut le qualifier, pourrait se résumer à la pensée d'Ibn Khaldoun traduite grossièrement en un aphorisme que l'on lit souvent sur Internet, que vous connaissez tous, les temps durs font des hommes durs, qui créent des temps faibles, qui font des hommes faibles, etc. C'est donc effectivement une vision cyclique de l'histoire, notamment des empires. La paix est certes bonne, mais, je cite, elle se paye du désarmement de la rudesse naturelle de l'humanité, de sa dévirilisation par le pouvoir de l'État pacificateur. État pacificateur qui est, lui, la minorité et l'élite violente. Hein, ça fait très domination nietzschéenne, même si j'y connais rien en philosophie, ça fait très bien de le dire. Donc, pour Ibn Khaldoun, je reprends tout simplement la biographie qui est donnée par Martinez-Gros, qui est assez complète pour que je n'ai pas à faire plus, et sans besoin d'ailleurs que l'on fasse plus, vu que ce n'est pas non plus le sujet principal. C'est juste pour situer de qui l'on parle. Donc Ibn Khaldoun, il est né en 1332 à Tunis, dans une grande famille arabe d'origine andalouse, donc chassée par la Reconquista. Il est un administrateur de la cour, un juge, un homme cantonné à des activités civiles, puisqu'il y a stricte séparation entre savoir et violence en islam, jusqu'à l'âge de 45 ans, où il rompt avec la politique pour se mettre à devenir un écrivain et un enseignant, interprétant l'histoire des civilisations humaines. Il s'installe et meurt d'ailleurs au Caire en 1406, ce qui ne l'empêche pas de voyager dans tout le monde arabe du temps, à une époque fort troublée, puisque c'est celle autant de la peste noire que de Tamerlan. L'introduction de son livre des exemples, intitulé La Muqaddima, expose sa vision de la façon dont naissent et meurent les empires, tirée sans doute de sa situation communautaire et de sa vision des Andalous comme peuple sédentaire chassé de ces terres. Voilà, j'en dis pas plus, je ne le connais pas, je n'ai lu, pour être honnête, que la biographie de Martinez-Gros et sa page Wikipédia pour avoir un peu plus de, on va dire,
de profondeur sur la chose, en plus des propos de l'auteur. Voilà, c'est une vie très riche, c'est une œuvre assez profonde pour le temps, il n'y a absolument aucun doute là-dessus, mais je laisse les spécialistes gloser de la chose, moi je n'en fais pas partie. Voilà donc qui nous est livré un digeste de l'histoire du monde, enfin d'une partie, dont l'auteur, Martinez-Gros, hein, là j'entends, reconnaît eh bien, les innombrables lacunes à l'aune d'un maître, Ibn Khaldoun, qui n'appartient pas à la sphère occidentale. Il n'empêche, l'Empire repose sur un certain nombre de présupposés. La violence est nécessaire à l'intérieur pour briser les dangereuses forces centrifuges, mais elle reste localisée. Elle est nécessaire à l'extérieur en cas de danger ou en cas de besoin d'attirer des guerriers plus aptes. Maîtrisée donc, mais surtout, eh bien, l'Empire est soumis à la violence de la périphérie, or plus la masse est désarmée pour produire, plus la violence externe le menace. Le présupposé économique, c'est que dans un monde sans croissance, la richesse, c'est l'impôt, levé par l'État au bénéfice de l'élite qui dispose de la force et redistribue le trésor selon son besoin. Cela ne requiert donc qu'une condition, eh bien que le peuple soit désarmé et donc pas en mesure de se révolter contre le joug fiscal. La civilisation, dès lors, va de pair avec lâcheté de la population fabriquée par l'État et l'élite. La contradiction est donc de trouver la force d'opprimer pour maximiser la retenue fiscale et de défendre ses marges, hein, marges là où les gens ne sont plus opprimés. La définition d'Ibn Khaldoun exclut beaucoup de sociétés de la notion d'État ou d'empire. C'est ce qu'il faut retenir d'abord, on est dans un cadre intellectuel assez contraint, mais on y reviendra. Le danger, in fine, pour l'Empire est de nourrir en prestige et en biens la tribu extérieure, qui n'aura besoin alors que d'un nombre restreint de guerriers pour triompher de la masse désarmée. Qu'elle soit importée ou qu'elle s'impose, eh bien, cette élite externe prend le pouvoir et la classe dirigeante est toujours étrangère à la population dominée. Mais c'est la théorie, le cycle donc se répète et le dirigeant qui s'impose commence par désarmer les siens, puisque l'État prend en charge tout ce que nécessitait avant la solidarité tribale. Et donc l'État doit recourir à de nouveaux mercenaires, se ruine et le cycle peut reprendre, en l'occurrence cycle de 3 générations et 120 ans pour Ibn Khaldoun, mais là n'est pas non plus le sujet dans le détail. Néanmoins, dans cette analyse-là, eh bien, un petit village gaulois résiste à l'analyse de notre auteur arabe, eh bien c'est l'Europe. Pourquoi ? Eh bien, ici, en majorité dans son histoire, on a très peu d'abandon de la violence à des marges, on a un développement démographique et citadin important avant même que ne soit établi un réel système fiscal développé au Moyen-Âge. On a le modèle du citoyen-soldat à partir de 1789, donc mélange des genres. On a eu le modèle du penseur-soldat, du moine-soldat aussi, donc tout ça spécifique d'une confusion des rôles qui se retrouve moins ailleurs. L'absence en fait de construction d'un État précoce les protège du déclin sédentaire. Encore une fois, notion d'État et d'Empire, il faut sortir de ce que l'on a en tête. C'est une perspective qui sera renversée avec la révolution industrielle, le service militaire universel et l'explosion d'un enrichissement privé qui va concurrencer le trésor de l'État. Bref, tout ce qui est l'État-nation, ce modèle qui se construit lentement à partir, disons, du XIVe siècle. Même si on connaît une petite rupture contemporaine sur laquelle on reviendra peut-être. Donc en définitive, l'empire d'Ibn Khaldoun se caractérise par l'importance du substrat sédentaire, donc une population élevée de producteurs et contributeurs, et pour l'auteur, on ne voit pas d'empire avant la moitié du premier millénaire avant Jésus-Christ. La dialectique principale, encore une fois inspirée à l'auteur par sa situation, comment dirais-je, personnelle, c'est celle du sédentaire et du bédouin. La seconde condition, eh bien, c'est le lien entre ce bassin sédentaire et une marge tribale. La naissance de l'Empire est donc très souvent un mouvement venu de cette dernière, que ce soit les Mèdes, les Perses, Alexandre le Grand, les confins du monde grec, voilà, la dynamique est toujours la même, et le constat étant violence et non-violence entre ces deux espaces. Enfin, dernier point, l'Empire est solitaire. Il est maître de son territoire sédentaire et définit le monde de l'ailleurs comme barbare. Si l'on devait résumer cette introduction et résumer quelque part le livre en une phrase, je pense que ce serait celle-ci que j'ai sélectionnée, je vous cite. « S'il est une tâche constante de l'État, c'est de créer de la vie sédentaire, c'est-à-dire de désarmer, de pacifier, de priver de violence l'immense majorité des populations qu'il contrôle, de les dépouiller de la rudesse et de la colère naturelles aux groupes humains,
pour en faire de paisibles producteurs et de dociles contribuables. Allons-y donc pour le cœur de l'œuvre. L'exposé de Martinez-Gros s'établit en 5 parties que l'on va traiter à la suite. Donc allons-y, voilà, vous connaissez l'histoire de l'Empire, comment il vécut, comment il est mort, ça vous a plu, vous en demandez encore. Donc l'émergence des empires. On commence par la Syrie. La Syrie a l'étendue territoriale et la domination par la terreur d'une population désarmée sous le joug autour d'importantes capitales. Pour l'auteur, en tout cas suivant le maître qu'il s'est choisi, eh bien cette Assyrie n'est pourtant pas un empire, n'ayant jamais connu la paix et étant anéanti autant de l'intérieur que de l'extérieur. En fait, c'est un empire en puissance qui n'est qu'un ethnos en armes et conquérant. On en vient ensuite aux Achéménides, envisagés ici d'abord comme les envahisseurs de Babylone, ville centre de l'idée proto-impériale, et surtout lieu déjà effectif de la sédentarité pacifiée. On adopte la langue et les coutumes des vaincus, la masse que l'on administre donc, ces vaincus, et l'on en conserve une autre pour le monde de la guerre et de l'élite. Peuplement donc, sédentaire, limite et dialogue avec les marges, et donc, de fait, premier empire de l'histoire et centre du monde du temps. Mais alors, quid des Grecs ? Eh bien, ils sont des conquérants, certes, avec à la limite un embryon impérial athénien, pas plus, embryon impérial dont la défaite en 404, la guerre du Péloponnèse, conduit en fait au réarmement général de la Grèce. L'ennemi sera le Perse et son emploi de mercenaires grecs, eh bien, cela l'expose à l'arrivée de la violence des marges, ce qui conduit fatalement dans cette logique à l'invasion d'Alexandre. Alexandre, donc, issu de la périphérie grecque, ne désarme pas ce monde-là, mais le lance à la conquête eh bien, de son adversaire. Il meurt, vous savez, rapidement, mais les épigones eh bien, sont une élite grecque maîtresse de la violence avec des autochtones productifs et désarmés. Déclin militaire perse auquel répond plus tard eh bien, le déclin militaire grec dont va profiter Rome. Et donc la périphérie de ce temps, dans la logique de l'œuvre, serait donc occidentale, envahissant un Orient impérial, même si bien, ça demande, comme tout le propos d'ailleurs, d'adopter le point de vue d'un vaincu impérial qui tomberait toujours sous les coups d'un vainqueur barbare. Pourquoi pas, on peut néanmoins en discuter à mon avis dans le cas de Rome. Je vois pas trop l'idée du nomade belliqueux chez eux ni chez les Grecs, mais peu importe. Rome qui tirait eh bien sa longévité impériale de marge eh bien d'abord inépuisable, puisque eh bien, Rome étant toujours son territoire, Rome capable de transformer l'autre en citoyen, avec en plus de ça une assise sédentaire eh bien longtemps à l'abri. Pourquoi pas. Et finalement, la forme impériale de Rome n'est achevée qu'avec la fixation des frontières. Vient ensuite Saludargos, l'autre grand empire, la Chine, la deuxième moitié du monde et sa population délirante. Eh bien, ce sont les Chines, voisins de la steppe, qui imposent leur autorité et désarment les vaincus, tout en commençant la construction de leur propre limesse. Je passe sur le reste du propos de l'auteur, je connais trop mal cette histoire chinoise, mais la logique est la même. C'est donc cette première période de l'émergence des empires. Ensuite, eh bien, vient la seconde période chez Martinez-Gros, l'expulsion de la violence qui court approximativement de 200 à 750. Cette partie, eh bien, elle serait celle de l'éclipse impériale, en gros de 200 à 600 en Chine et de 450 à 750 en Méditerranée. Recul de la population, de la connaissance, de la richesse, épidémie aussi, et donc émergence en conséquence de religions pacifiques que l'Empire fait naître et qui en meurent. Donc épidémie, oui forcément, puisque eh bien, qui dit plus de population à contaminer, plus de population tout court dit plus de population à contaminer, donc moins de population à la fin, rougeole, variole, voilà, peste, c'est la foire au virus dans ces siècles. Tout ça alors que l'on a quelque peu mondialisé, entre guillemets, les rapports grâce aux empires, que l'on a des armées à cette époque-là en goguette un peu partout, des gens qui sont aussi affaiblis par les temps de troubles, ou qui vivent bien collés les uns aux autres dans les centres les plus riches et peuplés des empires. J'ai mis ici l'exemple de la peste de Justinien, dont on reparlera dans un livre qui apparaît aussi soudainement qu'elle disparaît, mais qui s'étend sur bien plus de temps qu'on ne le pense habituellement. Je cite l'auteur.
Les invasions barbares ne tuent pas l'Empire, elles substituent une dynastie à une autre, et le plus souvent, elles raniment les forces de l'organisme impérial en lui apportant le tranchant militaire. Encore une fois, pourquoi pas, hein, question de point de vue, il faut ajouter que l'invasion, surtout, je cite à nouveau, achève de révéler la réalité structurelle de tout empire. Quelle est-elle? Eh bien, augmenter les impôts pour trouver des fonds, pour augmenter la taille d'une armée où on juge la population native, des armées soumises, eh bien, inaptes au service. Et in fine, on demande toujours plus à un corps social que l'on appauvrit et qui ne participe pas à la défense d'un État et qui ne devient, lui, que spoliateur. Puis, quand défendre une province coûte plus cher que ce que l'on peut en tirer, eh bien, on l'abandonne aux barbares tout en essayant d'obtenir des guerriers pour défendre ce qui subsiste. Et pour l'auteur, eh bien, l'Europe abandonne avec Rome le schéma impérial pour toujours, ce qui encore une fois se justifie dans sa vision, mais toujours est-il que ça peut se discuter. Et pour la Chine, eh bien, on trouve des similarités puisque la domination barbare et l'émergence du bouddhisme, sauf que cette fois ce sont les barbares qui importent cette religion, donc on trouve une similarité, c'est-à-dire expulsion de la violence au moment eh bien, où triomphent les plus violents, ce qui n'est sans doute pas un hasard. Et le rétablissement impérial des Tang, eh bien, c'est le fait d'une dynastie d'origine barbare que la bataille de Talas, qui les oppose aux armées de l'islam, hein, je crois que c'est en 751, bien que cette bataille perdue, ou en tout cas qui n'a pas de conclusion favorable, va priver des marges turciques, et donc va faire de cet empire chinois un empire purement ethnique, sans défense, purement productif et intellectuel. Et ceux qui le défendront, eh bien, sont définitivement barbares, et l'empire eh bien, s'accomplit par le bannissement de la violence chez un ethnos, en l'occurrence l'ethnos natif. Désarmement idéologique dans le même temps, eh bien que poursuit de son côté Rome, sans pouvoir le mener à son terme parce que Rome va s'effondrer, puisque, comme vous le savez, avec l'édit de Caracalla en 212, eh bien, il se voit attribuer à tous les citoyens de l'Empire eh bien, la citoyenneté romaine. Et donc, de fait, il convient d'aller quérir ailleurs la violence. Le Romain, ça n'est plus l'habitant d'un monde restreint, ça n'est plus celui qu'il est devenu par la Légion. Le Romain, c'est la population sédentaire, tandis que l'Empire a besoin de violence pour contrer les barbares. Dans cette logique-là, vous comprenez historiquement l'apport effectivement et l'influx de, comment dirais-je, troupes et généraux et on va dire officiels de l'État d'origine ethnique non romaine. Ce serait une logique effectivement d'opposition à la marge. Et donc l'impôt ne sert plus eh bien, à combattre ce barbare, mais à l'acheter. Et de ce point de vue, eh bien, christianisme et comme bouddhisme eh bien, ne sont pas particulièrement émollients. Le ver était en fait déjà dans le fruit du fait de la logique impériale. Alors mettons de côté l'islam qui lie intérêt de l'État et légitimité de la violence, en tout cas à ses débuts, eh bien c'est par exemple le renoncement à l'Empire qui sauve Byzance au 7e et 8e siècle. Alors encore une fois, je me place dans les propos de l'auteur, hein, parce que effondrement national, territorial disons, monétaire, démographique, fin d'une capitale prédatrice, réarmement en l'occurrence Constantinople, hein, bien sûr, réarmement de la population nationale par les thèmes, et donc réapparition d'une capacité de violence interne étrangère à l'Empire. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la logique de l'auteur, Byzance n'abandonne pas la logique impériale au sens statutaire, elle l'abandonne au sens de la pratique et de ce qui est un empire dans la pensée d'Ibn Khaldun, notamment en armant sa propre population. Alors on reparlera de ces siècles byzantins, hein, je vais faire un grand travail sans doute en fin d'année sur le sujet, on peut pondérer les données, et notamment des thèmes hein, qui, semble-t-il, n'apparaissent pas avant le 9e. En l'occurrence, bon, voilà, c'est un petit peu une pirouette intellectuelle, et quand vous voyez ici les thèmes byzantins en 750 après Jésus-Christ, il y a sans doute des subtilités et des précisions à faire, mais en l'occurrence, nous les ferons en temps et en heure. Et donc quand de son côté, eh bien, l'islam triomphant met en place les mécanismes impériaux, ce qui produit cette, comment dirais-je, anarchie, et cette baisse de potentiel militaire que les Turcs vont renouveler par l'import de leurs forces, prenant le dessus sur les Byzantins qui sont retournés à l'état d'empire sous Basile II, conquérant, marquant effectivement le retour à la professionnalisation militaire
au désarmement donc de la population native, à la capitale centralisatrice et à la réapparition de l'appel à la violence externe. Ce seront voilà, par exemple les débuts des Varangues, hein, voilà, c'est dans la logique, ça se tient. Et donc pour l'auteur, dans tout cela, la dynamique religieuse serait secondaire. Alors question, encore une fois, de point de vue macro et chronologique, hein, on le dira en bilan, pour le moment on déroule. Mais bon voilà, les Romains étaient-ils destinés à perdre à Manzikert parce que Ibn Khaldoun le dit? On touche certaines limites sur lesquelles on reviendra. Donc expulsion de la violence de 200 à 750, et ensuite, troisième partie pour l'auteur, l'islam et la force turque de 750 à 1200. Pourquoi ? Eh bien, l'islam s'établit sur les vieilles terres sédentaires et soumises aux conquérants depuis des millénaires. On a tendance, à juste titre d'ailleurs, à s'étonner de la rapidité de la conquête et très souvent à invoquer des empires fatigués par la lutte ou encore des dissensions religieuses. La Grande Guerre d'Héraclius, le problème du monophysisme, ce genre de choses, peu importe, c'est un fait de toute façon, mais l'analyse d'Ibn Khaldoun insiste, elle, sur des populations soumises par atavisme et des armées, donc impropres à résister à une minorité belliqueuse. À la limite, pourquoi pas ? Et j'ai envie de dire, les deux ne sont pas forcément exclusifs. Conquête donc rapide, mais conquête aussi vite terminée, et qui se limite ensuite, pour l'islam, aux néo-convertis des périphéries berbères ou turques, pendant que les guerres civiles des premiers temps conduisent au désarmement des perdants. Très vite, le coût de l'armée professionnelle, les effets, on va dire, centripètes des marges, centrifuges plutôt des marges, conduisent à l'abandon impérial des périphéries. Très rapidement, on le sait, l'Espagne, la Transoxiane sont abandonnées à d'autres dynamiques dynastiques. Abandon d'ailleurs ou affermage de la terre en échange de soldats et de la défense du territoire principal, peu importe. Comme l'accord de la citoyenneté romaine à tous, qui force à aller chercher finalement la guerre au dehors ou dans des terres internes mal maîtrisées, type certains coins de Cappadoce, certains coins de Lycie, eh bien, même chose avec le développement de l'islam dans la population, et un califat qui devra dès lors aller toujours plus loin pour trouver du païen turc, prêt à se convertir et à se battre. Et finalement, pour l'auteur, eh bien, tout se joue entre marginaux en Méditerranée, francs, berbères et turcs, finalement luttent de l'Espagne à la Syrie, et encore une fois, pour l'auteur, le fait religieux est ici de seconde importance, pourquoi pas, encore une fois, mais ce qui compte pour lui, ça n'est pas la minorité combattante et motivée, mais c'est la proie, le gras troupeau de la population pacifique, désarmée, et finalement bien prête à payer, qui la domine. On connaît donc l'émergence au XIe siècle des Turcs, leur échec finalement assez rapide avant le triomphe ottoman. Je passe aussi sur la Chine, que je connais moins, qui connaît des soubresauts militaires importants, mais qui surtout, eh bien, par son intense séparation du producteur et du guerrier, ne fait pas bénéficier à ce dernier bien de tous les importants progrès techniques réalisés pour compenser eh bien, la faiblesse de troupes qui sont largement sinisées sous les Song, et donc de fait plus faible pour l'auteur, encore une fois. Et donc il faudra toujours des Khitan ou des Jurchen à qui l'on peut concéder une partie de la Chine, puisque eh bien, la démographie et l'impôt au sud du territoire compense les pertes territoriales éventuelles subies. Puisque la Chine du Sud à l'époque, c'est 90 millions d'habitants en 1100, c'est quasiment le quart de la population du monde, c'est presque le double de l'Europe, donc ça permet encore une fois d'illustrer le concept d'empire vu par l'auteur. Et donc après cette troisième partie arrive ensuite eh bien, ce que l'on pourrait qualifier de marge sauvage absolue, c'est-à-dire la quatrième partie, le temps des Mongols, de la peste et du déclin, entre 1200 et 1500. Bon, Mongols et peste, je crois que tout le monde comprend. Le monde compte un peu plus de 400 millions d'habitants en 1200, il en compte 375 en 1400, 200 ans plus tard, donc voilà, tout est dit sur la saignée de population. Il retrouve qu'en 1500 sa population d'avant l'épidémie. La Chine y perdra sa domination démographique unique, l'islam passera le Bosphore pour continuer d'exister et de s'étendre, voilà, c'est comme ça. Alors dans cette période-là, eh bien, Genghis Khan est le premier exemple de rupture du pacte de production contre soumission, plutôt, eh bien, par le recours à l'éradication sans édification. Au sens de global, j'entends. Sinon, si dans le détail, tout se discute, bien entendu. Alors, on connaît la sinisation et la stabilisation de l'Empire conquérant, et pour l'auteur, eh bien,
les Mongols, en tant que conquérants extérieurs, deviennent finalement plus fidèles que toutes les dynasties précédentes au principe de gouvernement chinois. Ce sont les périphéries belliqueuses des Mongols qui résisteront à leur transformation impériale, et puis à leur chute, après conversion à l'islam et emploi notamment de guerriers turcs. C'est le cas de la Horde d'Or par exemple. D'ailleurs, l'auteur fait de Tamerlan un turc, je crois pas de mémoire, mais je sais que ses troupes le sont, ça c'est une certitude. Et brièveté et violence chez ce dernier, eh bien, c'est remarquable et explicable parce que le substrat sédentaire a largement diminué. Et on l'a dit, l'Empire ne peut pas se stabiliser sans patte humaine à malaxer, à presser et à tondre. Donc l'heure est au bordel tribal qui imposera une importante instabilité dans la zone. Ce qui sera d'ailleurs favorable aux entreprises belliqueuses vers l'extérieur, hors du croissant fertile du Moyen-Orient, avec les Ottomans et les Moghols qui y trouvent des populations sédentaires un petit peu plus lointaines à écraser, parce que le monde musulman n'en a plus ou plus assez, notamment dans son cœur, disons, irano-irakien ravagé par Tamerlan pour ne pas y voir naître un pouvoir concurrent. C'est donc cette période de recul, de déclin qui se clôture et s'ouvre la dernière partie du propos sur l'Inde, la Chine et l'Angleterre impériale. On a donc eu un glissement du cœur historique de la sédentarité, le monde donc irano-irakien, vers l'ouest et vers l'est. Alors, dans la vision d'Ibn Khaldoun, les Ottomans ne sont pas un empire. Ces derniers rassemblent, alors là j'ai mis on est à peu près en 1600 au maximum, 1600, 1650. Donc un territoire, on va dire, j'allais dire grand comme celui de Justinien, plus grand, mais enfin vous voyez l'idée, mais avec seulement 10 millions d'habitants en plus en 1000 ans, ce qui est assez peu, et surtout 3 fois moins d'habitants que l'Europe, où est le vrai centre de gravité démographique et économique, en tout cas, on va dire jusqu'au début du XXe siècle. Et la tradition impériale islamique serait en fait à l'est, notamment chez les Moghols, qui font fructifier un empire à la violence largement afghane, turque et persane, donc on va dire de marge, et donc supériorité naturelle et presque raciale de la séparation productive et guerrière, que l'on soit en Chine, en Inde ou en Amérique espagnole, et bien qui dépasse de fait les analyses décoloniales. Je cite l'auteur: les sociétés démocratiques d'aujourd'hui pensent l'identité et l'étrangeté dans les termes territoriaux que la construction des États modernes a rendus familiers. L'État incarne le pays et le peuple. A l'inverse, l'appareil d'État de l'Empire, par définition, est étranger au peuple. L'Empire moghol, qui connaîtra un certain recul, comme on le sait, interne face aux Marathes, face aux Safavides, externe face aux Ouzbeks, il finira par y perdre son accès aux tribus, et donc son potentiel de violence, et in fine son existence, le forçant à recourir à des mercenaires internes, des mercenaires hindous pour subsister, et donc se ruinant jusqu'à sa disparition, que nous avions évoquée très rapidement, sa disparition au cours du XVIIIe siècle. La Compagnie britannique des Indes orientales s'y impose sur le même modèle, territoire sédentarisé, pressurisé abondamment, et recrutement de supplétifs sipais dans les marges belliqueuses, qui s'allient à cette nouvelle puissance contre les autres marges dangereuses, afghanes notamment. Et dès lors qu'elle choisit la voie militaire, la compagnie doit suivre la logique impériale, c'est-à-dire recruter des mercenaires en prélevant l'impôt sur la population autochtone. Néanmoins, il y a une différence, c'est que eux, ils feront entrer la propriété privée, de fait, en tant que compagnie commerciale, ce qui annonce une des règles de la fin des empires, c'est-à-dire l'effacement de la toute-puissance étatique. Finalement, la Chine mandchoue, sur laquelle je ne reviens pas non plus, disons que son succès, sa durée, tient au fait que, dans l'analyse encore une fois en suivant cette logique d'Ibn Khaldoun, c'est un empire qui est régi par des barbares qui défendent un monde auquel ils ne s'assimilent pas. Et donc cette logique de durée, elle tient à une volonté de ne pas se pacifier pour ne pas décliner. Voilà. Et finalement, tout ça se termine avec la révolution industrielle qui viendra sacrer la supériorité, en tout cas pour un temps, du sédentaire sur le guerrier, puisque les deux vont finir par s'entremêler. Venons-en à la conclusion de l'ouvrage avant de dire ce que l'on en a pensé. Je cite l'auteur.
S'il faut n'assigner qu'une seule conclusion à cette courte histoire des empires, c'est sans aucun doute l'expulsion de la violence par le mécanisme impérial qu'il faut en retenir. L'empire, c'est le cœur sédentaire et la marge violente et surtout des fonctions distinctes. La violence fait l'étranger et son acculturation sonne la fin de l'empire. Et donc l'immense efficacité économique de l'Empire est à ce prix, efficacité dont le poids est une défense de plus en plus coûteuse par le mercenariat et la concentration des ressources dans une capitale qui draine les provinces. L'islam serait soumis aux mêmes règles impériales, barbares conquérant au 7e, sédentaires soumis aux Mongols par la suite, ou aux Turcs. L'auteur concède, mais sans développement sur ce point, que le barbare ne lui est toutefois pas étranger à l'islam, car il doit être de la même foi, ou en tout cas aux musulmans, ainsi que la capacité de cette religion à autoproduire de la marginalité violente. Enfin, je rigole, ça c'est pas l'auteur, c'est moi. Mais en effet, c'est peut-être en partie vrai parce que l'islam est né, peu importe la réalité que l'on attribue au mot, il est né après l'Empire et il ne saura faire autrement que d'ériger son modèle en absolu, soit conquête violente et minorité de pouvoir absolu sur une large population sédentaire. En tout état de cause, l'Europe sort du cadre d'analyse et n'en fait pas partie. Si elle rejette, comme les autres, le barbare à ses frontières, son ambition de restaurer l'Empire sera toujours contrariée parce que le projet spirituel est porté par Rome, pendant que la gravité politique et démographique se trouve autour du Rhin. D'où l'antagonisme des deux dans cette vision historique entre le Saint-Empire romain germanique et la papauté. L'Europe est donc une civilisation parce que trop d'éléments, la chevalerie par exemple, resteront longtemps rétifs au désarmement et à l'impôt. Du point de vue théorique, si l'on applique les cycles d'Ibn Khaldoun, l'Europe n'a pas de cycle propre. Je cite l'auteur. On n'y voit pas, comme en Chine ou dans l'islam, des peuples inconnus aux dialectes sauvages pillent en vainqueur les métropoles de l'Empire. Une fois la marque, ça peut se discuter, sans doute que certains mettront en avant les Normands ou autres, mais encore une fois, je mets mes pas dans ceux de l'auteur. L'Occident est un empire chrétien, mais nul n'en assume la charge souveraine. Le monarque impérial n'a donc pas à monopoliser le pouvoir, comme le dit Max Weber, ce qui fut en effet à peu près la démarche des rois d'Occident au détriment de leur noblesse entre le XIVe et le XVIIIe, car dans les empires, la marge fondatrice de l'État est par définition un bloc halogène, propre au service de la monarchie, qui ne se partage pas, ne se découpe pas et dont les sujets sédentaires sont rigoureusement écartés de la moindre parcelle. Dans les empires aussi, la toute-puissance du souverain sur la richesse de son troupeau est absolue, arbitraire. Il n'y a pas de sujet que l'empereur ne puisse, pour le bien de l'État, ruiner ou mettre à mort. C'est cela que les Européens des Lumières nommèrent despotisme oriental. Ils ne se trompaient que sur l'adjectif, ce despotisme est impérial. Et finalement, le seul moment impérial de l'Europe est le moment colonial, minorité dominant une majorité et faisant appel à des supplétifs des frontières dans des races supposées plus guerrières que les sédentaires soumis. La transformation de cette logique impériale en Europe passe par la révolution industrielle qui abolit matériellement et non plus seulement spirituellement comme en 1789 la distinction du producteur et du guerrier, abolissant donc la nécessité de désarmer au profit d'un État qui n'est plus l'unique créateur de richesse. Le citoyen est producteur ou guerrier selon le besoin, la brutalisation que l'on retrouve, c'est le thème cher Amos. Cette brutalisation est liée à l'extension démocratique et non au désarmement de la majorité. Il n'y a plus besoin de barbares avec le peuple en armes, et l'unité nationale qui en découle réduit les foyers internes de violence et les séparatismes tout en sédentarisant les nomades. Pourtant, je cite l'auteur, nous sommes plus proches aujourd'hui de la morale des empires et de l'exclusion de la violence, qui en est l'une des marques, que du monde démocratique et violent. L'État finalement européen, national, démocratique et populaire a atteint une puissance supérieure à l'Empire et la théorie d'Ibn Khaldoun s'efface, mais pas forcément l'écroulement à venir. Alors on en vient ensuite aux causes, je vous laisserai éventuellement découvrir les causes de cette évolution que l'on peut critiquer comme le reste, on y reviendra
parler de ralentissement démographique comme facteur de la fin du système, a sans doute quelques limites quant aux disparités du ralentissement et ses conséquences sur le monde. Parce que bien penser le monde c'est bien, mais c'est rarement juste, puisque en tout cas quand il connaît des bouleversements, puisque 90 et 2020 sont des chiffres certes, mais ce sont aussi des réalités sociales et sociétales incomparables au sein d'un espace. Bon, on finit presque le livre sur du comprendre l'Empire, voilà, sur la gouvernance globale, bon, que je crois assez loin d'aboutir. Enfin, peu importe, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est l'exacerbation de la non-violence qui crée de la violence, nous dit l'auteur, désarmement que l'État continue par tous les moyens, tout en devenant toujours plus intrusif et tout-puissant, jusqu'à l'infantilisation complète du sédentaire. Disons que dans cette analyse, le processus impérial n'a pas disparu, pas plus que la marge violente. Et la dernière partie de cette conclusion ouvre sur l'islamisme. Alors elle peut paraître datée parce que le livre date, lui, de 2014, mais néanmoins l'auteur constatait déjà que, je cite, « presque partout, de vieilles poches de dissidence dont on croyait qu'elles appartenaient à un passé aboli se sont reconstituées et de nouvelles tribus, déjà en acte ou encore en gestation, solidaires et armées, émergent dans les banlieues incontrôlées de métropoles profondément sédentarisées dont la population retrouve la crainte des milices barbares. » Bon, on pensera ce que l'on veut de l'analyse dans le cadre théorique, hein, on touche certaines limites puisqu'on dissout finalement les concepts de culture et de civilisation au profit de l'Empire et de sa seule mécanique. Le barbare finalement n'est pas nommé, c'est lui ou un autre. Ceci étant dit, moi une barbarie endogame culturellement me paraît beaucoup plus apte à disparaître qu'une barbarie exogame, hein, on l'a déjà vu dans notre histoire, mais peu importe, et je cite l'auteur, il n'en reste pas moins vrai que l'islam compte parmi les terreaux les plus fertiles de la nouvelle tribalisation du monde, alors que, je cite, presque tous les dirigeants du monde communient dans le refus de la guerre et tiennent le combat, s'il est encore nécessaire, pour un aboutissement des raffinements sédentaires, c'est-à-dire au sens de la technique. Ces deux ordres de valeurs, la science et le courage, l'intelligence et la détermination à défendre l'essentiel par la force si nécessaire, tout ce que la morale démocratique du siècle dernier unissait sous la figure consacrée du citoyen, est aujourd'hui largement dissocié sans même que nous acceptions de nous l'avouer. Donc voilà, finalement on conclut par le retour d'Ibn Khaldoun, mais dans le cadre effectivement de l'État moderne. Donc voilà pour le livre, alors qu'en pensez ? Est-ce que l'Empire c'est la paix ? Alors le livre est bien entendu intéressant de prime abord parce qu'il nourrit une réflexion en y apportant un angle bien intéressant et argumenté. J'ai commencé à titre personnel très sceptique, puisqu'on voit très rapidement certaines limites grossières, puis finalement j'ai envisagé de le voir non comme apportant des réponses, mais comme finalement posant des questions et visant à expliquer d'une autre façon le phénomène bien connu de la vie et mort des empires au sens large. Le sujet finalement creuse une distinction civile et militaire qui devient aussi par la suite linguistique, culturelle, ethnique, pour en faire un moteur de l'histoire, par l'Empire et par sa mécanique, et donc c'est effectivement un renversement des perspectives. Pourquoi ? Alors j'ai pris cet exemple-là, mais il pourrait y en avoir d'autres. On dira par exemple que la mort de Malik Shah a permis le succès de la première croisade par la division de l'islam. Ibn Khaldoun répondra que la croisade est en fait une force des marges comme une autre, en compétition pour la domination de la masse sédentaire du Proche-Orient, et qu'en fait la fin du sultanat va libérer toutes les forces belliqueuses, en majorité musulmanes vu la zone, et qui ne pouvaient donc que supplanter les croisés sur du long terme jusqu'à reconstituer éventuellement un empire quand ce serait possible. C'est donc une vision assez singulière, l'empire étant une configuration sociale de domination entre sédentaires et nomades, répondant à des critères précis avant d'être une construction idéologique que l'on connaît ou que l'on a en tête reposant sur des dogmes religieux ou politiques. Comme on vient de le dire pour la croisade, finalement, l'opposition entre Orient et Occident serait un abus. L'opposition serait finalement celle de pouvoirs antinomiques en lutte pour s'approprier de la population sédentaire, sans considération culturelle ou idéologique comme moteur primaire. Alors ma foi, pourquoi pas, c'est pas mon idée, mais pourquoi pas, et puis ça permet effectivement de dépasser certains clivages politiques. Et donc l'Empire, tout simplement né de la prospérité, attire la convoitise des barbares, et le producteur, il ne peut rivaliser contre le guerrier, il est soumis au conquérant, à moins d'avoir embauché un autre barbare pour le défendre.
Mais comme le barbare recruté finira par prendre le pouvoir, eh bien la fin est la même. Le guerrier adopte les mœurs du conquis et s'appuie sur la richesse du producteur pour étendre ses conquêtes, et le système tient tant qu'il est en expansion. Les armées doivent grossir pour occuper plus de territoire, tandis qu'une population oisive se multiplie parce qu'est ramené au centre le produit des territoires conquis. L'Empire s'enrichit tant que ses coûts de fonctionnement militaires et sociaux ne dépassent pas les produits de la conquête, jusqu'à ce que les frontières se stabilisent donc. L'ensemble, eh bien ensuite, s'écroule sous une pression extérieure quand les dépenses militaires doivent être réduites, ou sous une pression intérieure si ce sont les dépenses sociales qui sont diminuées. Alors pour autant, eh bien c'est le pessimisme qui devrait primer dans un livre qui par ailleurs n'est pas sans défaut bien sûr, mais la réflexion dialectique entre le passé et le présent a donc une profonde orientation décliniste et fataliste. Si l'Empire se stabilise, il est alors condamné à s'effondrer sous la violence externe qui est supérieure, et s'il échoue à se sédentariser et à expulser la violence, eh bien il ne peut même pas s'établir. Le danger de toute théorie, eh bien, c'est d'y lire ce que l'on veut y trouver. C'est la différence entre l'intentionnalité des acteurs, les représentations qu'on en fait, les analyses théoriques et historiques. Quasiment toute démonstration théorique est parfaite. Il ne dépend que du talent de l'auteur et de la réceptivité du lecteur pour la rendre convaincante. Alors celle-ci l'est, sans aucun doute. Pour autant, par le fatalisme et les rouages de cette mécanique impériale, eh bien, l'homme n'y existe plus. Plus rien n'existe que le mécanisme historique où chaque groupe exerce un rôle social dans une histoire qui est presque déjà écrite. Tout est donc bien cette espèce de vanité d'une histoire à dérouler dont les hommes sont au sens le plus strict des simples acteurs. La thèse d'Ibn Khaldun, elle est comme toute philosophie de l'histoire. Peut-être qu'un jour on parlera de Spengler. Marx fait le même travail, et donc ses limites. Le fait que l'Occident n'entre pas dans le cadre d'analyse, c'est quand même un problème majeur lorsque on prétend ou on applique une espèce d'explication de la vie et de la mort des empires. Et donc de fait, il sera exclu de façon assez convenue en disant que eh bien, l'Europe n'a jamais connu l'Empire. Ouais, pas encore une fois, ça se discute. De même, l'auteur, Ibn Khaldun, j'entends, nécessairement été largement impacté par le contexte eh bien, de l'apparition et de la chute tout aussi rapide de dynasties musulmanes qui l'environnaient. En fait, comme toute théorie, tout ça est très stimulant intellectuellement, ça possède ce côté autoréalisateur et ex eventu. On n'a aucun mal à comparer la théorie à un passé dont on connaît l'issue, et donc à éventuellement forcer les événements aux marges pour qu'ils se vérifient. Comme toutes les théories, elle a ce côté parfait, elle a des faiblesses que éventuellement négligeront ceux qui souhaitent y adhérer. Et le danger est en effet pas forcément de comparer les faits à la théorie, mais de transformer ces faits, même légèrement, pour que les deux se rejoignent. Et de fait, perdre une bataille serait donc écrit, ou en tout cas ne ferait que retarder l'inéluctable, et disons que c'est ramener un ensemble de processus complexes à son résultat, et Ibn Khaldun vient le sanctionner bien ça devait arriver. Parce que oui, les empires s'effondrent, c'est vrai. C'est le problème d'ailleurs de toute analyse, on va dire d'un point de vue macro, elles sont quasiment toutes vraies. L'Empire et ses composantes sont réifiées, comme peut l'être la classe chez Marx, ce moteur de l'histoire, cette lutte des classes, alors que bien ces données-là, elles s'inscrivent dans un cadre de conscience de l'individu, dans une époque modelée par la vie et la société dans laquelle il évolue. Il ne s'agit pas de parler de construction sociale pour autant, il y a des faits dans tout ça, mais toute analyse reculée aura une part de vérité. Cette théorie d'Ibn Khaldun a des critères vérifiables et vérifiés qui se répètent, de même que la lutte des classes peut avoir effectivement tout à fait une pertinence dans l'analyse de certains événements historiques. Mais c'est de là aussi que naît l'idée majeure de sa théorie et sa force, comme le marxisme a sa force par la simplification ou les thèses de Spengler, parce que dès lors qu'on y entre, de la seule manière qu'on puisse le faire, en maître et conquérant, l'histoire est un processus perpétuel de déperdition et de dévirilisation, de privation et de violence. Nonobstant cet empire réifié, ça pose quand même la difficulté de l'imprécision des termes. On ne sait pas vraiment à partir de quelle densité, de quelle pression fiscale on est un empire, et ce qui permet d'effacer des territoires de la logique impériale. Ce
Ce qui ne veut pas dire que la démonstration est fausse ou totalement orientée, hein, mais simplement parfois c'est pratique. L'Empire, on le sait, est une notion d'une grande plasticité et diversité. Sa définition d'une forme centralisée et hégémonique sur un vaste territoire, elle est valable à certaines périodes, elle est inopérante à d'autres, elle est en tout cas insuffisante pour en saisir toute la complexité. Et dans le livre, comme dans l'historiographie aussi d'ailleurs, l'Empire est aussi eh bien un idéal. Idéal par exemple abandonné par ce qui est encore un empire Byzance, hein, en l'occurrence c'est l'exemple que prend Martinez-Gros. Donc c'est aussi un idéal d'empire, un idéal d'impérialisation chez des formes non impériales, par exemple le cas de la colonisation. Donc voilà, c'est assez étendu comme concept. Et de fait, eh bien, la vision classique de l'effondrement impérial chez Martinez-Gros, c'est d'ailleurs très rigolo parce que c'est le genre de choses auxquelles vous ne prêtez pas attention quand vous n'avez pas lu le livre, et puis ensuite vous tombez sur des choses et vous vous connectez. Mais cette vision de l'effondrement impérial est contestée par d'autres historiens. C'est le cas par exemple de la fin de l'Empire byzantin, où bien, certains historiens contestent le statut de marge des Ottomans qui sont établis non pas dans un monde périphérique, mais sur un territoire hellénophone qui fait presque partie du cœur impérial, et qui auront de nombreuses relations, et qui font d'eux presque des membres à part entière de ce monde impérial sur lequel ils prendront le pouvoir. Voilà, le but étant pas de donner un cours sur l'Empire, mais simplement de donner le ressenti en tant que lecteur sur certains points où j'avais l'impression que tout ne collait pas parce que j'avais du mal à comprendre l'objet dont on parlait. L'idée de base, finalement plus qu'une opposition sédentaire-nomade, c'est l'idée que la société nomade vit dans un présent perpétuel et ne construit rien, alors que la société sédentaire est celle du surplus et du monopole de l'histoire. Elle est donc la proie de la solidarité guerrière du nomade. Honnêtement, dans ce livre, il y a quelque chose de la dialectique du migrant et de l'enraciné aussi, hein, mais je n'en dis pas plus, je ne veux pas de problème. Bien entendu, il faut toujours s'emparer l'Empire du titre, mais voilà, là parfois c'est un peu délicat. On sait que l'Empire, généralement, c'est simplement l'entité politique qui se définit comme telle, et à vouloir accumuler autant de données sur autant de lieux et autant de siècles, on finit un petit peu par être noyé sous ce concept vaguement flottant d'empire et de barbare qui n'est pas toujours aussi rigoureux selon le cas d'espèce. En fait, c'est comme toute pensée née en un lieu et en un temps, ça peut offrir un cadre d'analyse dont des parties restent tout à fait viables, pertinentes, intéressantes pour notre temps, notamment sur la privation de violence, sur les marges violentes halogènes, le danger de leur reconnaître une quelconque prééminence, l'apathie finalement excusable dans le cadre de cette réflexion du sédentaire. Mais voilà, ça permet de dépasser aussi l'analyse qui est fondée simplement sur un clivage politique, par exemple sur l'idée coloniale, où on entre dans des processus et des mécanismes qui dépassent l'idéologie pour entrer dans quelque chose de presque automatique par la caractérisation de ce qu'est l'Empire et son fonctionnement. Alors c'est toutefois toujours aussi intéressant parce que eh bien, ce concept impérial, on le sait, il est toujours fécond. On a, alors certes, au-delà de la fin de l'histoire de Fukuyama, on a cette réémergence, parfois on en parle, de ces empires modernes, ou de ces volontés impériales dont on parle, russes, chinoises, perses, peu importe, qui seraient traitées simplement territorialement et comme idée géographico-nationale, alors que ça n'est pas seulement cela. L'Empire, c'est aussi un concept qui reste, comment dirais-je, pertinent dans l'esprit du mondialisme, dans l'esprit d'identitarisme européen aussi. Mais voilà, l'utilité de cette théorie, eh bien, c'est de montrer l'inanité d'une idée impériale vouée toujours à la péremption. Enfin, eh bien, la théorie, je trouve, garde une certaine contemporanéité, comme je l'ai dit, puisque l'État endosse eh bien, les fonctions autrefois assurées par les corps intermédiaires. Il doit acheter les solidarités, abandonner les territoires moins rentables, où se reconstituent des structures claniques et tribales, et eh bien, l'ordre local de la violence périphérique. Je pense que vous comprendrez très bien ce dont on parle. Bon après, c'est vrai aussi, j'ai lu le bouquin il y a un certain temps, ça fait quand même assez longtemps, et malheureusement à ce moment-là j'étais assez malade, physiquement j'entends, donc c'est possible que j'ai pu parfois passer à côté de quelque chose, mais ça me paraît,
quand j'ai relu mes notes, tenir debout et restituer assez fidèlement ce concept d'empire, sa mécanique, sa naissance, son effondrement, cette notion de centre et de périphérie qui sont eh bien, tout à fait centrales chez l'auteur. Finissons comme d'habitude par une phrase et une note. Je dis la note comme d'habitude, hein. Bon, la note sera bien entendu de cercle vicieux sur 10, et je cite la phrase. L'État s'est rassemblé, mobilisé, stimulé par l'impôt et la concentration urbaine, les forces de croissance qui s'accumulent dans un bassin sédentaire. Quand la population et la richesse régressent au contraire, les besoins incompressibles de l'appareil politique, en particulier la rémunération de ses soldats et de son administration fiscale, écrasent une économie agraire toujours fragile. Voilà, nous sommes dans la totale modernité de notre société. Bien, voilà pour ce soir. Alors, un livre finalement assez théorique, pas forcément très facile à restituer. Je pense que vous avez compris l'essentiel du fonctionnement de l'Empire, de son apparition et de sa disparition, de l'effet des marges, de la recherche, effectivement, de l'expulsion de la violence chez le sédentaire et donc chez l'autochtone, au profit des marges tribales qui finissent effectivement par prendre le pouvoir lorsque l'Empire n'a plus les moyens soit de recruter des mercenaires, soit d'avoir une population sédentaire en armes. Voilà, donc pour la suite du programme, nous étions censés nous retrouver mercredi pour continuer l'histoire de Gênes. Skyros sera absent, donc on va décaler ça d'une semaine, et puis eh bien, je vais conclure à la place les dictateurs. Vendredi, nous passons sur le mode Kaiserreich, toujours sur Hearts of Iron 4. Et dimanche prochain, nous parlerons, j'allais dire, de science-fiction russe, en tout cas d'utopie russe, avec un livre, comment dirais-je, assez intéressant, et surtout qui a le mérite d'être sans doute un des premiers de son genre. Non, ce livre, c'est pas comprendre l'Empire. Alors la conclusion, je l'ai dit, il y a un côté effectivement comprendre l'Empire, la gouvernance globale et tout ce qu'on veut, parce que la modernité a connu cette évolution de l'idée impériale. Mais non, l'idée c'est plutôt, si tu veux, ce cycle qui serait... alors, encore une fois, c'est la théorie de la destruction de l'Empire. J'ai posé ça, parce que moi j'ai quelques doutes sur la chose, donc j'ai posé ça comme quelque chose de... discutable, sur lesquels j'avais des choses à redire, mais ça a vocation à être une théorie explicative générale, concrète et applicable de la naissance et de la destruction d'un empire à travers l'histoire pour tous les cas impériaux. C'est pas une réflexion globale. Moi, j'ai qualifié ça d'essai historique parce que je trouve que c'est un peu plus ça. Mais dans les faits, c'est une théorie qui aurait vocation à s'appliquer à tous les empires, et c'est pourquoi on va en exclure l'Europe, puisque l'empire napoléonien n'y répond pas, il n'y a pas de marge, ce sont quelque part des empires même qui s'opposent. Même chose pour le Saint-Empire romain germanique, dont on va effacer l'existence, l'Europe ne correspond pas à ce cas-là. Mais si tu prends les Mamelouks, effectivement, en Égypte, les Mamelouks sont une entité, on va dire, exogène. Le cas de l'Empire byzantin peut y répondre aussi. Alors encore une fois, il fera des petites, comment dirais-je, pirouettes intellectuelles pour dire que finalement l'Empire va se reconstituer au moment de l'invasion des forces de l'islam par l'abandon de l'idée impériale, mais l'idée impériale au sens, comment dirais-je, du fonctionnement de l'Empire, c'est-à-dire faire appel à des troupes étrangères, avoir une capitale qui centralise, avoir des soldats, comment dirais-je, qui sont effectivement étrangers. Donc voilà, ça a vocation et ça a dans l'idée de donner une théorie générale de comment naissent les empires et comment ils s'effondrent dans l'histoire de moins 500 à l'an 2000, quoi. En gros, l'idée est un peu celle-ci, et dans laquelle l'Europe ne répond pas aux critères, et dans laquelle la modernité, par la révolution industrielle, ne répond plus non plus aux critères, mais critères qui reviennent en fait sous une nouvelle forme. C'est le cas effectivement donc de notre post-démocratie où eh bien on a la même chose, expulsion de la violence, plus de service militaire, donc plus de citoyens soldats. Donc on commence et formation de marge tribale au sein même du territoire. Et donc de fait on commence à répondre à la logique
Oui, c'est assez ambitieux, ouais, tout à fait. Et on commence à répondre à la logique impériale, et donc conclusion qui de mémoire n'est pas donnée dans le livre mais qui s'impose. Prenons le cas français, la France dans son fonctionnement avec cette population sédentaire ultra pressurée par l'impôt, eh bien, va se retrouver avec un destin qui est celui de l'écroulement, en fait, sous la force de marges violentes. Alors, si elles prendront le pouvoir, peu importe, mais l'idée, c'est ça, c'est que la France, finalement, ressemble à un empire dans son fonctionnement en étant une post-démocratie avec, voilà, expulsion de la violence, marge violente, et donc elle a tous ces critères, capital prédatrice, elle a tous ces critères, effectivement, mais encore une fois, ça va exclure, par exemple, l'Union européenne de cette idée. Qu'est-ce que l'Union européenne dans tout ça? Est-ce qu'on aura, si elle aboutit un jour à quelque chose de supranational définitif et ancré, est-ce qu'on entre dans un nouveau cycle? Je ne sais pas. Voilà. Mais il y a des limites, il y a des cas, je trouve, où voilà, ça ne répond pas forcément à l'analyse, mais son but, ouais, c'est de constituer une théorie générale de l'apparition et de la disparition des empires dans l'histoire. Et force est de constater, c'est un fait que sur beaucoup de points ça fonctionne. C'est la force, comme j'ai dit, d'une théorie macro. Si tu prends le marxisme et la lutte des classes, effectivement, c'est un moteur de l'histoire à certains moments. C'est un cadre d'analyse tout à fait viable. Aujourd'hui, la plupart des penseurs marxistes sortent du marxisme pur, parce qu'on est dans un post-marxisme et la société ne répond plus à ces logiques-là. L'apparition, par exemple, de la classe moyenne en masse fait que la lutte des classes devient plus difficile entre pauvres et riches quand tu as un tel tampon. Donc voilà, mais il n'empêche qu'effectivement, à certains moments, tu peux prendre le Marx et dire, voilà, ça fonctionne à tel cas, on est dans la lutte des classes. Spengler, c'est la même chose. Tu peux appliquer ça et dire, voilà, ça fonctionne. Donc, cette théorie générale, dans les faits, elle est vérifiable à pas mal de moments et elle est intéressante dans cette dialectique sédentaire nomade, marge et centre de l'Empire et tout ça. Donc c'est pas forcément un livre inintéressant. Comme toute théorie, je trouve simplement qu'elle a ses limites et elle est discutée. Avant, je m'en étais jamais rendu compte puisque j'avais pas lu le livre. Et c'est en le lisant que parfois je tombe sur certains articles d'historiens qui vont dire non, contrairement à la théorie de Martinez-Gros, machin. Enfin voilà. Donc c'est le problème de toute théorie et des théories qui s'affrontent. C'est le principe même des écoles de pensée. Voilà, allez, bonne soirée à tous, on se retrouve mercredi, et d'ici là, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente soirée, une bonne fin de week-end, un bon début de semaine, à bientôt, portez-vous bien.